Et toi, d'après toi, qu'est-ce qu'on devrait apprendre à l'école? Alors, évidemment, on a tout le sommet pour se poser la question et pour parler et réfléchir aussi de tout ce qu'on n'apprend pas à l'école. Au programme pour cette conférence pour aujourd'hui, avant de refaire le monde de l'école, on va revenir sur les bases, sur ce qui est censé être appris au sein de l'école dans Ce les qu'elle programmes. décrit, c'est qu'un enfant, naturellement, à l'origine, il est vraiment tellement vulnérable, tellement à la merci de celles et ceux qui vont prendre soin de lui, dans un appel à la qualité du lien et un lien d'attachement de qualité. Donc, ça veut dire un lien qui le sécurise, qui le tranquillise, qui l'emmène vers à développer sa propre empathie et ses compétences affectives et sociales. Et si ce lien-là est défectueux, et c'est le fait de cette violence ordinaire qui trouve toute sa place dans l'éducation. Et les En fait, pour moi, ce qu'il y a de mieux quelque part, c'est un projet sociétal en réalité. C'est pas un projet qui est lié à l'éducation nationale ou qui est lié aux parents. Si on veut transmettre ce qu'il y a de mieux à nos êtres humains, les petits êtres humains qui arrivent là sur notre planète, il faut que ce soit un projet sociétal. Et à mon sens, ce qui serait vraiment l'idéal, c'est qu'on amène le savoir-être, la connaissance de soi, le développement personnel, peu importe comment on l'appelle, le plus tôt possible en fait dans notre société. Donc c'est Être politique. perfectionniste, à vouloir ne pas faire d'erreur justement. Et du coup, on ne s'autorise pas à parler, on a peur de parler, ça bloque la mâchoire, comme on aime le dire, parce qu'on se dit, par exemple, on va apprendre toute la grammaire, toute la conjugaison par cœur en se disant, je serai prêt, comme ça, dès que je parle à l'oreille, quand je parle à l'oreille, ça sera fluide. Sauf que non, en fait, c'est que vous allez avoir besoin de parler le plus vite possible et de manière imparfaite et accepter cette partie. Voilà, 3 parcours, une passion, l'esprit entrepreneurial à travers les générations. Et je laisse la parole à Guillaume. Alors, je suis ravi de commencer cette discussion, enfin cette conférence avec vous. C'est vrai que l'esprit d'entreprise, c'est quelque chose qui est au cœur de ma démarche et ça me passionne depuis toujours. Et finalement, ça s'est révélé très tôt, puisque j'ai toujours rêvé d'être entrepreneur et d'abord d'être sculpteur, de sculpter dans mes rêves d'enfant la pierre et le bois. Et finalement, très vite, c'est plutôt le verre et le bois que j'ai travaillé en duo avec Sophie. Et ça s'est fait, donc j'avais ce rêve au début, mais bien sûr, j'ai commencé à aller à l'école classiquement, dans une école de quartier dans la banlieue de Nantes. Et je me suis assez vite arrêté, en fait, à l'âge de 13 ans. C'est que j'avais un décalage par rapport à la fois à mes camarades et par rapport à mes aspirations réelles. Et j'ai trouvé un projet qui c'était une école en bateau. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une espèce de prise d'autonomie et de responsabilité vis-à-vis de ça. Et on arrive à ce que j'avais écrit du coup en février 2012, à ce fameux article « Pourquoi le développement personnel devrait-il être enseigné à l'école ?» que si je devais réécrire aujourd'hui, je renommerais à tout ce que j'aurais aimé apprendre à l'école, mais que je n'apprendrai jamais, puisque ce n'est pas sa mission. Mais pour moi, la lecture rapide, c'était déjà pour me remettre à lire, tout simplement. Ouais. Parce que pendant très longtemps, je ne lisais plus, parce que déjà pour moi, j'associais la lecture à une punition. Par exemple, à l'école, on me disait « Ah, bah, tu as mal travaillé, pour la peine, tu vas lire. Oh là là, il faut que je lise. La punition. » Donc déjà, bon, je n'avais pas forcément un ancrage positif avec la lecture, et du coup, je passais à côté de tous les effets bénéfiques de la lecture, qu'elle soit rapide ou pas, à savoir développer la concentration, développer la mémoire, développer l'imagination, développer l'autodiscipline, réussir à canaliser son attention. Y a tout ça, en fait, qui entre en jeu quand on lit, tout simplement. Tout à fait. Bah, et alors, c'est ça qui est intéressant, c'est que plus tu t'ouvres à la différence, plus tu t'ouvres du coup à la connaissance de toi, parce que tu te dis, tiens, c'est curieux, lui, il fait comme ça et pas moi, tu vois. Donc, on peut plus facilement, et c'est pour ça qu'on sort des rapports de force en s'ouvrant à la différence, on peut plus facilement accepter de dire qui on est, de dire qu'on est différent, quand la différence, elle est acceptée par tous, en fait. Tu vois. Du coup, c'est intéressant, tu vois, est-ce que c'est quelque chose que les parents transmettent ou il y a quelque chose de d'inné, enfin, tu vois, un comportement qu'on aurait déjà, le fait qu'on garde ou qu'on... Je dirais pas d'inné parce on ne naît pas avec ça, je crois. Non. Je crois qu'il y a des deux en fait.
Il y a des deux. Il y a ce que les parents vont effectivement soit véhiculer comme message, parce que parfois les messages sont très clairs, tu vois, tu as de l'argent de poche, mais tu dois l'économiser, tu vois, on va déjà contrôler la manière dont l'argent de poche va être utilisé. Et j'ai un livre qui s'appelle d'ailleurs Les enfants d'aujourd'hui font les parents de demain. Et toute l'idée de ce bouquin, en fait, c'est vraiment ça. C'est vraiment si on changeait le paradigme dans lequel on a toujours vécu et qu'on voit que les enfants, c'est eux qui vont, surtout aujourd'hui, je trouve, les enfants d'aujourd'hui, ils invitent vraiment les parents à bouger et ils les invitent vraiment à les rencontrer. Et donc, il y a une nouvelle dynamique qui doit se créer dans la relation parent-enfant ou même enseignant-enfant, en fait. Hein, pour moi, il y a toute une nouvelle dynamique qui doit se créer dans la relation à l'enfant, qui change le paradigme aussi de la transition sociétale dans laquelle on vit, qu'on traverse, hein, où tout est un peu chamboulé. Donc, comprendre pour moi ce triangle Cartman est important parce que je vais l'expliquer en détail les rôles, mais juste déjà le concept, c'est que lorsque nous rentrons dans un rôle, en fait, ça crée une dynamique malsaine dans nos relations. Je ne peux pas utiliser un autre mot pour que ça percute. C'est vraiment une dynamique malsaine dans la relation. Et aussi, ça limite notre propre croissance personnelle et émotionnelle. Faisons le test ensemble. Alors voilà, je vous propose ce cadran-là. Donc vous voyez, il y a l'axe vertical de la spiritualité. Donc en bas, quand on a vraiment aucune conscience spirituelle, qu'on s'y est jamais intéressé, voire même que on nourrit peut-être une certaine colère, hein, justement, parfois, certaines personnes qui ont été élevées dans la religion, adultes, nourrissent voilà, vraiment, ils deviennent anti-religion. Donc, en tout cas, quand on est plutôt dans le négatif, on est en bas, et plutôt positif, c'est quand on a une très haute conscience spirituelle, qu'on se reconnaît, en tout cas, on s'auto-définit comme étant quelqu'un de très, très spirituel. Et l'axe horizontal, c'est l'axe de la rationalité. Donc, moins, c'est quand vraiment, on ne croit pas du tout aux données rationnelles, on n'aime pas les chiffres, on se dit toujours que voilà, ça ne s'explique pas si facilement que ça. Et au contraire, le plus, c'est quand on est un esprit très rationnel et qu'on a vraiment toujours le cerveau qui fonctionne, qui analyse, qui cherche à comprendre. Je voulais juste montrer que les choses avançaient quand même. Parce qu'on dit que voilà, toutes ces choses-là qu'on n'apprend pas à l'école, il y a quand même des petites avancées, c'est-à-dire qu'il y a des manifestes qui commencent à être signés avec des partenariats entre le ministère de l'écologie, de l'agroalimentaire, de l'agriculture, avec l'éducation nationale pour notamment faire que y ait l'éducation alimentaire qui passe au programme. Alors, j'ai beaucoup aimé, et on en avait parlé un petit peu du titre que tu as donné à ce sommet, qui est hyper ambivalent, en fait, qui est ambigu en fonction de la manière dont on le perçoit. Et donc, c'est ce qui m'a interpellée et ce que j'ai aussi adoré. Parce que tout ce qu'on n'apprend pas à l'école, on peut le voir de la manière tout ce qu'on n'apprend pas à l'école parce que l'école ne le fait pas, alors que ça devrait être un devoir, si vraiment on fait blanc ou noir, ou alors tout ce qu'on n'apprend pas à l'école, c'est-à-dire tout ce qu'on ne devrait pas apprendre à l'école, en quelque sorte, mais qui s'apprendrait à la maison ou ailleurs avec nous. Et je me suis demandé qu'est-ce qui s'est passé. Comment ça se fait que moi, passionnée de biologie, qui suis encore capable de citer des trucs hallucinants que j'ai appris en terminale, ça, je l'avais appris, mais ça n'était pas intégré pour moi. Et c'est ça que j'ai compris. C'est-à-dire que je l'avais appris comme un cours théorique. C'est ça. Mais je ne l'avais pas réintégré à l'intérieur de mon corps. Et donc, j'étais capable de te citer la théorie. Mais quand il s'est agi de se dire, tiens, comment je fais pour savoir si moi j'ovule, j'avais pas réintégré ça à l'intérieur de mon corps. Et je pense que ça, c'est lié à deux choses. C'est lié déjà à l'âge auquel on nous le présente, qui est un âge où finalement, on n'a pas forcément envie que les adultes intègrent notre intimité, donc on met ça à distance. Et puis, c'est lié aussi à la difficulté de l'adulte à nous présenter ça. Mais ce qu'il faut savoir au départ, c'est que quand même, le sujet de l'éducation à la santé, il est censé faire partie du socle de connaissances proposé aux élèves, parce que le bien-être des élèves est bien au cœur de la politique éducative et donc intégré au programme scolaire. Je ne sais pas si tu te souviens, Fabienne, mais c'est vrai qu'il y avait tout ce qui est l'éducation à l'alimentation au goût.
Ça fait partie de la santé. Il y a tout ce qui est la prévention des conduites addictives. Ça va faire partie de la santé. Il y a tout ce qui est prévention des violences et de harcèlement. Ça va faire partie de la santé. Il y a bien sûr l'infirmière scolaire, donc qui est aussi en charge du suivi éducatif, etc. Il y a aussi un parcours éducatif santé et tout ce qui concerne l'éducation à la sexualité. Alors, la socialisation, de quoi est-ce qu'on se parle quand on parle de socialisation? La socialisation, ça peut se définir par le processus par lequel les individus intériorisent les normes et les valeurs de la société dans laquelle ils évoluent. Ok? C'est le fait que nos enfants intègrent des normes et des valeurs de la société dans laquelle ils évoluent. C'est super important comme sujet parce que les compétences sociales qui vont avec ça, on ne les a pas à la naissance, hein. On ne naît pas avec, ni vous, ni moi, ni vos enfants. C'est vraiment des compétences que les individus vont devoir acquérir au fil de leur développement, de leur croissance, etc., etc. Alors, bien s'exprimer à l'oral, donc comme on vient de le dire, une compétence clé dans toutes les sphères de la vie. Alors, évidemment, quand on parle d'oral, le réflexe de la majorité des personnes, qu'ils soient jeunes ou adultes, vraiment de tout le monde, c'est de se dire « Ouh là là, mon Dieu, c'est une source de stress majeur. » C'est normal, en fait, c'est une inquiétude pour nous tous. Et il y a même des études qui expliquent que c'est une source majeure de stress pour 80% des individus, de s'exprimer à l'oral. Donc, alors effectivement, on a dit, voilà, quelque chose d'important, il y a cette idée de maintenir son attention sur le bon objet. Donc, ça veut dire qu'on va résister aux distracteurs. On l'a vu dans la classe, ça va être de résister, par exemple, à ce qui se passe dehors, de résister aux camarades qui sont en train de parler, ou on prenait l'exemple aussi en voiture, hein, c'est de résister, par exemple, on le sait, quand il y a un accident, quelque chose, on a envie de regarder, et non si je conduis, ou on parlait de répondre au téléphone. Ça, voilà, c'est vraiment ce qu'on appelle des distracteurs qui vont nous enlever notre attention de ce sur quoi on l'avait mise, hein, du bon objet, comme on dit, et qui vont nous amener à la mettre ailleurs. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important pour lequel on va pouvoir aider nos enfants. Et c'est Première question, quels sont les traits dominants de ma personnalité? Donc ici, je vous ai indiqué, je vous laisse découvrir, je vous ai indiqué 30 traits de personnalité. Alors, pas tous les traits qui existent, hein, j'ai dû faire un choix, mais ce sont 30 traits qui vont avoir un impact sur vos futurs choix d'orientation. Alors, on va les lire ensemble. Et puis, Fabienne, je vais te demander, voilà, de choisir dans cette liste les 5 traits qui te correspondent le mieux. C'est pour ça, rester jusqu'à la fin, parce qu'il y a la super surprise à la fin qui va aussi intéresser les enfants. Donc, Oui, ça, parce que bon, voilà, on va pas rester que dans la théorie, on va essayer de s'approcher et puis que je puisse vous transmettre de façon très pratique, voilà, qu'est-ce que ça apporte de se connecter puis de faire du jardinage avec les enfants. Ouais. Ou les plus grands, les ados aussi, quoi. Aussi, ouais.